Et nous allons terminer cette émission avec un hommage rendu à André Honorat, qui fut un homme en avance sur son temps, un visionnaire qui a réussi à mettre en œuvre les convictions et l'idéal qui l'habitaient. Tour à tour député, ministre et sénateur, il laisse un héritage immense qui dépasse largement nos frontières, mais qui reste hélas assez méconnu. 2010 a été consacré à André Honorat, l'occasion donc de réparer cet oubli et de découvrir cet homme exceptionnel. Nous recevons pour en parler Sylviane Tarsou-Gillery, déléguée générale de la Cité internationale universitaire de Paris, qui fut donc une réalisation majeure d'André Honorat. Mais avant de revenir vers vous, madame, je vous propose cet extrait, un florilège des secteurs d'intervention d'André Honorat. C'est un extrait d'un documentaire qui sera diffusé sur notre antenne du 17 au 25 novembre prochain. Le nom d'André Honorat est souvent associé à la notion de visionnaire. C'est quelqu'un qui avait des idées très en avance sur son temps. André Honorat a eu en effet une activité presque incroyable et dans des domaines les plus divers, cité universitaire, heures d'été, accueil des étrangers, santé publique. Un pionnier de la politique familiale française, un acteur essentiel et de la première heure de la lutte contre la tuberculose en France, le ministre qui fait enterrer le soldat inconnu sur l'Arc de Triomphe. Honorat ne se contentait pas de vivre dans les nuées. Ce qui l'intéressait, c'était les jalons. Et sur chaque sujet qu'il abordait, il construisait. La cité, il a réussi contre vents et marées. Je crois que c'est parce qu'il était d'abord visionnaire et persévérant. Il avait un don de convaincre. Alors, est-ce que c'est ce don de conviction, madame Gillery, qui lui a permis justement d'être le bâtisseur qu'il a été? Certainement, beaucoup d'énergie. C'est un homme qui était porté par ses convictions, qui a mené des combats successifs. On le disait très très pugnace et en même temps très créatif. Il nous prêtait 3 idées par jour. Alors très créatif et dans des domaines extrêmement divers, aussi bien la santé, l'éducation, la politique internationale. Il y a une grande cohérence malgré tout dans toutes ses actions. C'est un homme généreux. Il va se préoccuper aussi bien de santé que d'immigration, que de politique familiale, évidemment de l'enseignement et des relations internationales. Il y a une cohérence toujours pour croire en l'amélioration de l'individu, de l'homme, une conviction dans le progrès social. Alors le progrès social, pour lui, cela passait par l'éducation. Alors il a donc voulu marquer ce domaine en créant la Cité internationale, donc universitaire de Paris, qui permettait à l'époque aux étrangers de venir suivre donc une formation ici. D'où lui est venue cette idée ? Alors, toujours dans cette cohérence de parcours, il a pu mesurer à quel point, après la Première Guerre mondiale, il était important de reconstruire le monde à partir des jeunes et de la formation. Donc, il a un peu réuni ses intuitions sur la nécessité d'agir pour la paix en mobilisant les élites. À l'époque, on n'avait pas peur du terme, donc les élites internationales, favoriser la rencontre, l'échange, le dialogue pour éviter la guerre. Il faut se souvenir de ce qu'était la France à l'issue de la Première Guerre mondiale et l'Europe dans son ensemble. Alors, on voit les images qui passent à l'instant sur notre antenne, donc c'était un chantier immense. Ça représentait des travaux absolument colossaux pour l'époque. Il fallait vraiment beaucoup de conviction et de foi dans ses idées pour réussir ce chantier. Il a fallu surtout convaincre des mécènes. Ça, c'est très original aussi. On parle beaucoup de mécénat aujourd'hui. Toute la Cité internationale a été réalisée grâce à des dons des industriels, Deutsche de la Meurthe, David Weill, Rothschild, Rockefeller, qui vont financer la Cité internationale. Et puis l'originalité aussi d'Honorat, c'est de vouloir associer les gouvernements étrangers à la construction de la paix, parce qu'il construisait la paix en construisant la Cité internationale. Oui, pour un homme qui a connu 3 guerres, on peut dire qu'effectivement, il était marqué par ces conflits et qu'il souhaitait probablement donner une vision plus pacifique donc, du monde à cette époque. Oui, il est vraiment mu par cette conviction, cette envie de paix. Il a connu effectivement 3 guerres dans sa vie. Il était jeune évidemment en 1870, mais il a surtout vu les ravages que pouvait faire la guerre. Mais il était tourné vers l'avenir. C'est ça qui l'intéressait, c'était de construire, de permettre aux jeunes générations de progresser. Il était vraiment dans une logique dynamique.
Alors c'était un homme politique qui voulait également donner une vraie place aux étrangers à l'époque, ce qui était très novateur et très moderne. On va écouter à nouveau un extrait donc de ce documentaire. En 1927, Honorat conduit une réforme pour faciliter l'obtention de la nationalité française. Objectif, 100 000 naturalisations par an. Et la loi de 27 reste, dans l'histoire de notre pays, la loi la plus libérale en matière d'accès à la naturalisation, puisqu'il fallait que 3 ans après être arrivé en France pour pouvoir devenir français. Alors effectivement, c'est une position qu'on peut juger absolument moderne pour l'époque. On peut d'ailleurs faire le lien entre hier et aujourd'hui, notamment avec ce qui s'est passé cette semaine et les propos d'Angela Merkel que l'on a relatés tout à l'heure dans le reportage. Oui, Honorat a une vision très, très ouverte, très généreuse. Il voit aussi, c'est un réaliste en même temps, il voit aussi la nécessité de renouveler des classes d'âge décimées par la guerre. Et donc, il est très ouvert et très favorable à l'immigration. Il faut quand même replacer les choses dans leur contexte. Le phénomène que l'on voit aujourd'hui se produire en Allemagne s'inscrit dans une autre logique, avec une dimension religieuse qui n'était pas vraiment celle des années 20, où on avait une immigration surtout intra-européenne. Alors c'est également un pionnier dans le domaine de la famille, puisqu'il va mettre en place des aides aux familles nombreuses. C'est un précurseur également dans ce domaine-là. Oui, toujours la même cohérence d'action. Il voit que effectivement la France se dépeuple. Et lui qui a connu les guerres, il sait aussi que la France doit être forte. Elle doit pouvoir affronter l'avenir. Et il va donc encourager la politique familiale, ce qui ne manque pas de sel quand on sait que c'est quelqu'un qui n'a pas eu d'enfant. Alors on va écouter à nouveau un extrait qui nous permet de mieux comprendre les ambitions multiples de cet homme. En 1910, il crée même un groupe parlementaire à la Chambre des députés qui va faire pression sur les débats de politique publique pour inciter à la mise en œuvre d'une politique familiale favorable aux familles nombreuses. Il est ainsi de ceux qui écrivent des propositions de loi qui instituent en France les premiers systèmes d'allocation familiale, de dégrèvement fiscal pour les familles nombreuses ou de bourse scolaire aussi pour les enfants de ces familles nombreuses. Voilà, donc ce sont des actions qui ont été suivies, on le sait aujourd'hui, par ses successeurs. Oui, en tout cas, Honorat est un utopiste, mais un utopiste en même temps réaliste. On aime bien cet oxymore. Il est en action. Il est vraiment dans l'action. Et il va laisser beaucoup d'héritages qui sont ignorés. On vient de parler de cette politique familiale, l'heure d'été, qu'il institue en France en 1916. Alors bon, l'une de ses œuvres majeures, c'est quand même donc la Cité universitaire internationale de Paris, qui compte aujourd'hui nombre d'illustres personnages. Alors quels sont ceux ou celles qui sont passés par la Cité, que l'on peut nommer et qui sont connus de tout un chacun ? Alors, depuis 1925, il y en a beaucoup. C'est toujours délicat de faire un choix. En tout cas, on parle souvent, évidemment, de Léopold Sédar Senghor, plus proche de nous, Abdou Diouf. Des hommes politiques, Raymond Barre, des hommes de lettres ou des arts, Cortázar, des artistes ou des femmes de lettres, Karen Blixen est passée, et puis plus récemment autour de nous, aussi des journalistes, Michel Cotta, Jean-Pierre Elkabbach. Beaucoup de jeunes à l'époque qui sont devenus aujourd'hui des personnalités importantes dans le monde politique, dans le monde économique, dans le monde des arts, dans leur pays. Alors expliquez-nous un petit peu le fonctionnement de cette cité, qui a un fonctionnement un peu particulier. Puisque donc, cette cité est constituée de différentes maisons qui sont typiques des pays représentés. Oui, la cité s'est construite à partir de l'idée d'une organisation internationale dans laquelle les pays venaient s'inscrire. Donc il y a 37 pavillons de la cité qui sont pour la plupart des pavillons dédiés à un pays, construits par un pays, aussi bien le Japon, les États-Unis, les pays européens, l'Amérique du Sud avec le Brésil ou le Mexique. Donc une grande diversité qui couvre les 5 continents et qui permet un véritable brassage, ce qu'on appelle le brassage, c'est-à-dire la possibilité pour des étudiants du monde entier de venir à la cité, pas forcément dans leur pavillon, mais dans la cité, d'être confrontés à la diversité des cultures de plus de 140 nationalités que nous accueillons chaque année.
Alors, on va écouter précisément les étudiants d'aujourd'hui nous donner leur point de vue sur cette expérience. Alors, ce mélange des nations, des cultures, effectivement, je crois que c'est une réussite d'André Honorat et de la Cité internationale. Et je crois que ça marche parce que les étudiants ne savent pas qu'ils créent des liens pour toute leur vie. Le fait d'être ensemble nous oblige à apprendre énormément sur les autres. Et je pense que ça, c'est extraordinaire. Et on ne retrouve pas cette ambiance et cette chance dans d'autres endroits, dans d'autres résidences étudiantes. Après, surtout un séjour de 3 ans à la cité universitaire, j'ai plein d'amis de différentes nationalités, des Allemands, bien sûr des Français, des Libanais, des Algériens, vraiment du monde entier, des Chinois, des gens que bon, on se disait jamais, qu'on pourrait jamais rencontrer si on habitait soit dans un appartement à Paris, soit dans une autre résidence. Et je pense que je vais garder bien sûr des liens. La cité universitaire, c'est une sorte d'Erasmus avant la lettre par rapport au programme européen d'aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? C'est un Erasmus finalement avant l'heure. Ah oui, c'était vraiment précurseur. Mais ce qui est important de retenir, c'est que la volonté d'Honorat, c'était de contribuer à former des hommes de paix, des hommes ouverts au dialogue. Donc ce qu'il voulait apporter, surtout je pense aux étudiants à travers la Cité internationale, c'était cette confrontation à l'autre dans le respect et l'écoute. Merci beaucoup Sylviane Darsougéry pour être venue nous parler donc d'André Honorat, un homme méconnu et qui a laissé une empreinte très importante ici et ailleurs. Merci. Je rappelle que vous intervenez au titre de délégué général donc de la Cité internationale universitaire de Paris, mais que vous venez de prendre donc vos nouvelles fonctions en qualité de directrice de Culture France. On vous souhaite donc bonne route dans vos nouvelles fonctions. Merci. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez bien sûr retrouver, comme chaque semaine, le dossier pédagogique pour enseigner et apprendre le français avec des fiches pour la classe et des exercices sur www.tv5monde.com. Excellente suite de programme.